Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en espérant que vous ayez passé un excellent week-end. C'est un score historique de 31,37% des voix que le Rassemblement national en France a obtenu lors de cette élection européenne qui s'est déroulée hier, contre 14,6% pour la majorité présidentielle. Le président Macron a dissous l'Assemblée nationale et a annoncé donc la tenue de nouvelles élections le 30 juin et le 7 juillet. Avec nos amis ici sur ce plateau, on s'interroge. Comment est-ce que l'avenir des immigrés africains se présente? Encore une fois, bonsoir et bienvenue, le Grand Talk démarre maintenant. Nous sommes toujours avec nos amis et ce soir, Sarah, bonsoir, vous êtes là avec nous. Bonsoir, avec ce Christelle. beau rouge, merci d'être là ce soir. Je vous en prie, merci. Christelle. Élisée Bonloubé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis chez vous. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Je commencerai par vous, Daouda. Alors, les immigrés africains ont-ils des raisons de s'inquiéter avec cette montée en puissance, ce score historique qu'a fait le Rassemblement national hier? Avant tout propos, avant de commencer pour arriver aux immigrés africains, il est important de dire, comme vous l'avez si bien dit, que les partis de la droite radicale ont effectivement réalisé une percée notable dans plusieurs pays, notamment en Italie, en Hongrie, la Pologne et puis bon, maintenant la France, où le parti de Marine Le Pen et de Bardella sont arrivés en pole position. Et il faut dire que cette montée en puissance de la droite est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction de multiples facteurs. Le premier facteur est un facteur économique. Parce que, disons-le clairement, la stagnation, la crise financière et le chômage élevé au niveau de l'Hexagone a fait en sorte que les populations ont commencé à se désolidariser de la politique du président Macron. Et là, on a en face de la politique de Macron un rassemblement national qui leur propose des solutions très simplistes de protectionnisme et de nationalisation. Premier point. Deuxième point, c'est la perception d'une augmentation des inégalités au niveau de la politique. On a l'impression qu'il y a une petite classe qui dirige tout le pays et finalement... Et qui en profite. Qui en profite et la grande majorité qui n'en profite pas aujourd'hui et ils estiment qu'ils sont laissés pour compte. Donc, le RN se positionne comme le parti de la plèbe, du bas peuple. Et donc, vu cette percée-là, quand tu analyses ça franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Africains qui y vivent, qui ont des amis, qui y vont pour les affaires. Parce que dans un premier temps, pour la question, l'obtention des titres de séjour, notamment les visas, ça sera très compliqué. Corsé. Très corsé. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ça va concerner le travail. Tous ceux qui sont étrangers en France, il sera très difficile pour eux d'avoir de l'emploi. Donc techniquement, beaucoup de personnes vont se rediriger vers de l'emploi au noir qui sera dangereux pour tout le monde. Je ne parle même pas de toutes ces questions de racisme qui est en train d'être banalisé aujourd'hui en France et en Europe. Donc, voici de façon ramassée ce que je peux dire en attendant que mes collègues puissent donner leur avis sur la question. Herman Aboua, lorsque Daouda faisait son propos, il a dit une montée, il a parlé de certains chiffres, on va dire l'immigration, le chômage. Avec vous, j'aimerais qu'on insiste, on revienne sur les chiffres, Pourquoi cette politique, pourquoi la France aujourd'hui décide de donner sa voix, son suffrage au Rassemblement national? Quels sont les chiffres qui pourraient inquiéter les Français, Herman? Non, mais moi je voudrais qu'il faut savoir que c'est le Rassemblement national, et surtout leurs leaders qui portent cela. Les reproches qu'ils font, entre autres, ils ont parlé d'un Français sur 3 qui renonce à se faire soigner parce que le reste à prendre en charge est très important. Et ceux qui sont illégaux sont pris en charge de façon systématique, ça constitue une charge. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'ils estiment que ces immigrés-là ne cotisent pas. Il y a aussi, c'est parce que l'aspect de l'immigration, il y a la politique énergétique d'Emmanuel Macron qui décrit. Ils estiment que ce n'est pas responsable. Et pour eux, il ne faudrait pas se détourner du nucléaire qui est plus simple et puis faire de la transition écologique et énergétique comme la seule solution miracle pour régler la question des crises énergétiques. Il y a aussi
l'opposition, leur opposition a un pacte d'asile et d'immigration. Et ça, là, vous voyez, ils estiment qu'au niveau qu'on appelle des côtes, toutes ces embarcations qui arrivent, ces bateaux qui arrivent, ils estiment que c'est c'est une immigration qui n'est pas responsable, qui n'est pas contrôlée. Quels sont les chiffres en ce moment aujourd'hui, Herman? Les chiffres au niveau des taux d'immigration, par exemple, c'est 10,3% d'immigrés en France, environ 68 millions de Français. Donc, pour eux, ils estiment que c'est important. 7 millions comme ça d'immigrés. Il y a 7 millions d'immigrés. Mais moi, je dis, quand je fais une corrélation, si vous voulez, avec l'exemple ivoirien, où on est à 22%, c'est-à-dire qu'à près de 6 millions, un peu plus d'immigrés, et qu'on a 22% de taux d'étrangers sur le sol, ces mêmes questions-là, un jour, peuvent apparaître. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la France, l'Europe se droitise de façon extrême. C'est vrai que dans certains pays comme l'Allemagne et autres, les taux, les gens viennent, mais ils ne sont pas encore majoritaires, mais ils vont vers ça. Aujourd'hui, la volonté des Français, c'est que les questions d'immigration et autres, il ne faudrait pas qu'ils soient complétés là-dessus. Il faut que leurs gouvernants et le message du Rassemblement national tient, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les anciens visages qui portaient. On a vu un peu les discours assez durs, qu'on pourrait même traiter de racistes de Le Pen. Aujourd'hui, c'est un jeune 28 ans qui assume plein de choses, à qui ressemblent certains Français et qui portent quand même les questions-là de façon responsable, avec des arguments, sans trop rester dans le racisme et autres. Il faut que les gens... Oui. Non, mais on peut revenir sur certains éléments de langage. Herman, Sarah, vous aurez la parole. J'aimerais juste, on termine avec vous. Daouda a dit en chute, c'est une mauvaise nouvelle pour les immigrés africains. Votre point de vue sur le sujet. Personnellement, ça dépend de comment est-ce qu'il apprécie la chose. Oui. Moi, je suis ivoirien, que mon régime essaie de donner une plus bonne place, trouver un environnement qui va faire que les Ivoiriens vont se sentir plus ou moins à l'aise. Je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Les Ivoiriens qui sont en France, ou bien les Africains qui sont en France, s'ils estiment que c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réussi leur totale intégration dans ce pays. Parce que quand tu viens dans un pays, ce pays-là, quand tu as déjà la nationalité ou tu es naturalisé dans ce pays, les décisions qui sont prises, c'est pour toi. Et comment on appelle là? Et on termine, Herman. Oui, on va terminer avec ça. Le Rassemblement national ne dit pas que les Français qui sont d'origine étrangère aujourd'hui, qui va les emballer pour venir dans leur pays. Il dit qu'il faut que les questions, les immigrés qui arrivent, leurs questions soient traitées, parce qu'il ne faudrait pas que ça donne l'idée d'un certain envahissement de leur pays. Et ça, c'est les Français qui le portent. Donc, vous-même, vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec 32% de score, très loin devant le parti au pouvoir qui a 14%. Sarah, le Rassemblement national désire fermer la porte des migrants aux frontières de Schengen, évoquant un problème sécuritaire. Herman estime qu'une nation, à un moment donné, a le droit de dire « je protège mes habitants, je protège mes citoyens ». Daouda, par contre, disait « c'est une mauvaise nouvelle pour les immigrés africains ». Au total, Sarah, quel est votre point de vue sur la question? Votre réaction? Non, tout à fait. En fait, c'est intéressant que vous rameniez le sujet sur ce point, parce que je pense qu'on oublie un petit peu que le sujet principal du Rassemblement national a toujours été autour de l'immigration. Quelle est la raison principale que, économiquement et socialement, on traverse une crise, etc. On a souvent été la cible et la cible principale de ces discours politiques menés par le Rassemblement national et avant le Front national. Moi, j'aurais aimé que ces partis politiques parlent un petit peu plus justement de solutions pour la transition énergétique, de solutions durables, de solutions pour les problèmes économiques et sociaux, des solutions pour les problèmes de l'éducation nationale. On voit bien que les niveaux se dégradent, etc. Mais à chaque fois que j'entends un discours de la part de ce monsieur ou de ce parti politique, c'est toujours autour de l'immigration, c'est toujours autour de la diabolisation de l'immigration et surtout autour, très souvent, autour du français, qui sont de confession musulmane. Donc quoi, c'est des gens qui ne peuvent pas s'intégrer, etc. C'est faux, c'est archi faux. Mais en même temps, la France a dit oui. Parce qu'ils ont eu l'avant. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, alors il faut aussi savoir que effectivement, c'est la liste portée par Bardella, donc le président du Rassemblement national, qui a obtenu un scrutin quand même assez fort, 31,5%, grand écart d'ailleurs avec la majorité présidentielle. Il y a aussi eu un fort taux d'abstention. On est, je crois, autour de 48%.
donc tout le monde n'a pas voté. Mais on ne peut pas... Bon, ceux qui ont voté, on essaie de regarder un peu et analyser. Oui, et effectivement, on ne peut pas nier les résultats aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons plus profondes. Quand vous regardez juste l'électorat de base, c'est des ouvriers et des employés à la base qui votent pour le Rassemblement national. Il y a aussi beaucoup de retraités. Mais aujourd'hui, on voit aussi des jeunes cadres qui votent Rassemblement national. C'est les sondages qui le disent aujourd'hui. Pourquoi, Sarah? Mais la raison principale, je pense, c'est souvent quand on voit une percée de l'extrême droite, c'est la crise sociale principalement. Il y a eu énormément de crises au cours des 6 dernières années. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites qui est très mal passée, il y a eu une utilisation excessive aussi du 49.3, si vous en avez entendu parler, qui permet de voter sans passer par l'Assemblée nationale. Un enchaînement des 49.3 comme jamais avant. Donc forcément, il y a un sentiment, si vous voulez, de voter contre aussi peut-être le pouvoir en place, et que l'alternative possible et unique qui se trouve en face d'eux, c'est le Rassemblement national avec leurs discours qui peuvent séduire les agriculteurs, les ouvriers, etc. Très bien, Sarah. Allez-y, terminez, chutez. Mais voilà, en ce qui concerne précisément la loi de l'immigration, il y en a une qui existe, qui a été promulguée le 26 janvier 2024 et qui est considérée comme l'une des plus répressives des 40 dernières années. Donc si vous voulez, les lois contre l'immigration, elles ont déjà été mises en place sous le gouvernement de Macron et elles sont très difficiles déjà. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a retiré certains articles pour motif de procédure, incluant l'instauration de quotas migratoires. Ça a été refusé. Il y a aussi le fameux dépôt de caution qui devait être déposé par les étudiants étrangers. Et toutes ces choses un peu vraiment touchy et difficiles, Bardella lui dit « quand je serai au pouvoir, je le réintégrerai ». Donc voilà, c'est pour dire combien les choses vont forcément être plus difficiles pour les immigrés. Voilà, je ne partage pas trop les points de vue de mon voisin. Non, mais c'est votre droit, Sarah. Vous avez donné votre point de vue. Vous dites, je ne partage pas les points de vue d'Herman. Et la question vous touche, et évidemment, on le voit, on le sent. Mais rassurez-vous, Élysée prendra la parole. Peut-être qu'il arrivera à vous rejoindre ou à avoir son point de vue. Mais Élysée, vous réagissez sur le point et puis vous chutez réellement sur cette élection législative. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la majorité présidentielle va remonter ou ce sera la confirmation du Rassemblement national? Bon, avant qu'on y arrive, je pense qu'il faut qu'on regarde de près les résultats. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit quelque chose, que la France a choisi le Rassemblement national. Non, la France n'a pas choisi le Rassemblement national. Ce n'est pas vrai. Le Rassemblement national a 30%. Ça veut dire, si on veut voir, il y a 70 autres pourcents qui ne sont pas... Voilà, qui ont été partagés. Mais en fait, le Rassemblement national profite de la dissension et de la discorde qui existe entre les autres partis politiques. Mais sont-ils en tête ou pas? C'est ça aussi. Non, mais ce n'est pas la France qui a choisi. Très quand bien. vous dites ça, la France n'a pas choisi. Mais sont-ils parce en que tête, s'ils étaient plus de 50%, je dirais la France a choisi. Mais là, ils sont 30%. La France n'a pas choisi. Le Front national a profité de la discorde qui existe entre les autres partis politiques. Ça, c'est déjà un. La deuxième chose, je crois que Sarah l'a si tellement bien présenté. Aujourd'hui, la crise, elle est mondiale. Et c'est un aspect sur lequel, aujourd'hui, le Front national surfe et pour avoir le maximum d'adeptes. La Libye est très simple. Notre situation, notre crise, les difficultés qu'on vit, il n'y a qu'un seul responsable, ce sont les immigrés. Ça s'entend. Hein? Même en Afrique, ici, il y a des pays comme ça. Même en Côte d'Ivoire, en Afrique, ici, à un moment donné. On dit oui, tout ce qui se passe là, c'est les étrangers qui sont responsables. Et pour vous, c'est dangereux? Mais je dis que pour moi, c'est le plus simple la Libye à lancer. Mais pendant qu'on est en train de dire ça, pendant qu'on est en train de dire que c'est les immigrés et tout ça, mais on se pose la question de savoir nos multinationales, c'est où est-ce qu'elles fonctionnent? Elles font des chiffres d'affaires où? Sur quel territoire, sur quel continent? Est-ce qu'on se pose la question aussi de savoir ça? Il faut aussi qu'elles se posent la question de savoir ces multinationales qui exercent dans ces pays où elles font des chiffres, parfois même au détriment de ces économies-là, parce qu'elles ne payent même pas l'impôt là-bas, elles payent l'impôt ailleurs. Tout ça, c'est des éléments aussi. Donc, c'est facile d'orienter l'opinion dans un seul sens, mais quand on veut être honnête et objectif, on pose tous les arguments et puis on laisse l'opinion des Français choisir, c'est-à-dire décider sur la base d'une responsabilité. Moi, je crois honnêtement, il faut éviter de chercher des solutions simplistes. Ce que je regarde, quand je regarde ça, ça me rappelle tout de suite, hein, si vous remontez, je dirais 9 ans en arrière, c'est exactement le chemin de M. Macron. Quand M. Macron est venu, c'est exactement son chemin. 9 ans après, il est diabolisé. On trouve qu'il n'a apporté aucune solution. Bardella viendra, je ne vous donnerai même pas 4 ans. Les Français trouveront que c'est la pire erreur qu'ils ont réussi dans leur vie. Donc vous estimez qu'aux législatives, les Français vont confirmer le RN? Mais on attend de voir, Moi, je ne peux pas tout de suite dire qu'ils vont confirmer le RN. On attend de voir. Ça dépend des éléments de langage qui seront déployés de maintenant jusqu'à ces élections. Et éventuellement, ce que Macron sortira,
je dis, de ces tripes pour réagir, parce qu'il pense qu'il ne restera pas comme ça aussi. Il a certainement fait un bilan. Comment ils vont réagir? C'est là, c'est ce qui va juger maintenant des résultats des législatives. Très bien. Marius Komoué, quel est votre point de vue sur la question? J'ai écouté. Vous avez écouté religieusement. Non, après tout ce qu'ils ont développé, je pense que tout a été dit, mais et je rejoins la position d'Élysée, mais également celle développée par Daouda, relativement donc à la diabolisation donc, du discours de l'extrême droite, de la droite, qui est d'ailleurs soutenu par l'extrême droite. Et il faut faire très attention. Il a dit, Élysée, en Côte d'Ivoire, nous avons connu à un moment donné de notre histoire un tel passage politique dans lequel, puisque j'ai dit un passage, dans lequel nous étions engouffrés. La situation aujourd'hui qui fait que la droite et l'extrême droite ont réussi à se construire une opinion nationale. Ils ont réussi à se construire une opinion nationale sur la base de boucs émissaires. Boucs émissaires qui tournent autour des étrangers. Bon, il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître. Oui. Qu'est-ce qu'on doit reconnaître, Marius Komoué? Nous sommes assez nombreux à prendre toujours, à aller faire des demandes de visa pour nous retrouver en Europe, pour faire des enfants. On ne travaille pas pour la plupart des jeunes femmes africaines, y compris marocaines, et, pour ne pas dire de l'Afrique du Nord. Je cite certaines. Voilà, certaines de nos compatriotes. Mais Marius, oui, mais quand vous commencez à sectariser, on a un problème avec. Non, mais quel problème? C'est la réalité. Moi, j'ai vécu en Europe. J'ai fait plusieurs fois la France et je sais de quoi je parle. Quel pourcentage vous avez quand vous avez des Africaines, des Africaines, que ce soit en Afrique du Nord francophone ou en Afrique même arabe, qui vont en Europe, qui ne font rien du tout que de faire des enfants et bénéficier justement des retombées de la politique sociale. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ce qui est réel? Je sais, mais enfin, on parle avec des chiffres pour pouvoir mieux évaluer. Quand vous me dites des Africaines, de telle nationalité, je vous dirais... Pourquoi l'extrême droite, à votre humble avis, pourquoi la droite joue justement sur la stigmatisation justement de la question relative aux étrangers? Bon, au-delà de cet aspect, passons. Au-delà de cet aspect, n'oubliez pas d'abord que la question du chômage est aujourd'hui une réalité en France. C'est ça. Et cette question... les chiffres sont connus. On parle de plus de 5 millions de demandes d'emploi en ce moment. Mais c'est lié aussi aux questions de délocalisation des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation qui prévaut au niveau de l'Europe, plus précisément en France, beaucoup d'entreprises délocalisent à cause non seulement de la fiscalité, mais également de la question internationale de la montée de la vie chère. Et donc, il y a tous ces paramètres qui grièvent la situation politique en France et qui fait une montée fulgurante de l'extrême droite qui, par contre, adresse un discours beaucoup plus populiste, un discours beaucoup plus nationaliste qui accroche les Français, qui aujourd'hui croulent sous le poids, justement, de la misère, des difficultés. Donc vous êtes en accord Bardella, avec... il est un pur produit, il est né à Drancy. Drancy, c'est en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Mais en Seine-Saint-Denis, c'est juste à côté de Bobigny. Pour ceux qui connaissent l'Europe, connaissent la France. Mais c'est des quartiers assez pauvres. Des quartiers qui ne vivent pas vraiment dans une situation reluisante. Et Bardella le sait. Il devrait donc agir en allant dans cette vision. Et ça a marché. Marius Komoué, selon vous, donc, les questions d'immigration posées par le Rassemblement national sont vraies. Il faut vraiment adresser la question parce qu'il y a des éléments de personnes qui, selon vous, vous n'avez pas donné de chiffres, de personnes qui vont là-bas, dans ce pays-là, et qui ne font rien, et qui sont à la sorte, donc, qui vivent aux dépens des Français. C'est ce que vous dites. C'est bien cela la réalité. Mais mieux. Il termine, il chute, et puis on va réagir. Rapidement, chutez, Marius. Vous pouvez y aller. Ah, je veux bien commencer, pardon, Marius. Vous parliez tout à l'heure, excusez-moi, mais de diabolisation. J'ai l'impression que vous avez fait la même chose, là, sans vous en rendre compte. Vous tenez exactement les mêmes propos de l'extrême droite. Je vais vous dire une chose. Mes parents, qui sont issus de l'immigration, qui sont du Maroc, qui se sont installés en France pour reconstruire la France, il y a eu un appel, pour la main-d'œuvre étrangère, auquel mon père avait participé. Mes parents ont eu 2 enfants, pas 12, et ceux qui en ont plus, tant mieux pour eux, c'est une bénédiction les enfants. Mes parents ont travaillé toute leur vie très dur pour gagner très peu. Donc c'est assez pénible pour moi honnêtement de vous entendre tenir ces discours parce que je connais plein de familles d'origine sénégalaise, malienne, ivoirienne, marocaine, algérienne, tunisienne et ces parents-là travaillent dur
pour gagner peu, mais ils travaillent dur et dignement et leur salaire est mérité. Et ils cotisent. Et nous, les enfants, on respecte la République. On est allé à l'école, on a obtenu nos diplômes et on essaye de rendre les choses à nos parents. Et on est calme et on ne fait pas de problème. Je ne suis pas une délinquante. Tous mes amis, il n'y en a aucun qui était délinquant dans mes amis. C'est pour vous dire, c'est le discours. C'est une stigmatisation. Bien sûr, c'est une stigmatisation. Non, ce n'est pas un cas. C'est mon entourage et c'est toute la vie que j'ai connue. J'ai vécu en France jusqu'à mes 35 ans. Et ce que vous dites, ce n'est pas vrai, Marius. Je suis désolée. C'est une stigmatisation et c'est dangereux de dire ça. Et pourtant, c'est la vérité pure. Non, ce n'est pas la vérité. Écoutons Élisée, je vous prie. Ok, d'accord. Moi, je voulais rebondir sur ce que Marius a dit. Hein. Oui. Je pense que très souvent, il faut, comme je l'ai dit, sur un plateau, il faut éviter de dire des choses qui peuvent, bon, je ne dirais même pas prêter à confusion, mais qui peuvent vous laisser paraître pas pour quelqu'un. Allons-y au point. Ah oui. Oui, j'explique rapidement. Parce que je vous reviendrai. Oui, on peut pas juste lancer des paroles comme quoi des gens, des femmes vont et puis elles font des enfants et tout ça, sans apporter une once d'éléments justificatifs. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion des femmes qui, aujourd'hui, vous savez, sont arrivées en France par l'immigration illégale et qui ne font que faire des enfants pour bénéficier du RSI ou bien du RSA? Elles sont combien? C'est quoi la proportion? Il faut déjà que ces statistiques-là nous soient données pour qu'on justifie aujourd'hui que c'est ce qui pose le problème. Deuxièmement, ces immigrés qu'on trouve qui sont responsables de la misère et de la pauvreté en France, ils sont estimés à combien? Quels sont les secteurs d'activité ils sont? Qu'on nous sorte ces chiffres. Sinon, c'est juste lancer comme ça que notre pauvreté ou bien notre souffrance ou notre crise est du fait des immigrés, je trouve que ce n'est pas juste. Je vais plus loin. Pour terminer, la France aujourd'hui compte combien de pourcentage d'immigrés? 7 millions. 10,3%. Donc 10,3%, oui, 7 millions. 7 millions. Vous savez, la Côte d'Ivoire compte combien d'immigrés? Allez-y. La Côte d'Ivoire a officiellement 26. Oui. Officiellement 26%. 26% de sa population. Sur 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a au moins 26 millions. 26%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pratiquement presque à 10 même, pratiquement. C'est-à-dire si on monte un peu, presque à 10 millions d'immigrés. Mais d'immigrés. Mais jamais, je dis bien jamais, jamais, je dis, les Ivoiriens n'en ont fait un élément pour dire que la crise qu'on vit, l'augmentation de l'électricité, ou bien le fait qu'aujourd'hui la vie devienne chère, soit la responsabilité des étrangers. Jamais. Est-ce qu'un État responsable ne peut même pas tenir un tel discours? Moi, je dis quelqu'un qui est dans une société qui est responsable ne peut pas tenir un tel discours, parce que c'est un discours qui, pour moi, n'est pas responsable. Herman, pour vous, pour Élisée, le discours n'est pas responsable. Quel est votre point de vue? Moi là-dessus, il ne faudrait pas qu'on règle. Parce que c'est lorsqu'on reste sur le seul point de l'immigration pour justifier ou bien pour diaboliser. C'est l'argument principal. Laissez-moi terminer. Élisée, s'il vous plaît, allons-y. Je pense que ce n'est pas juste. Il y a plein d'autres points qui sont, comment on appelle là, utilisés par le Rassemblement national. Et je vous ai dit, le discours, aujourd'hui, on sait qu'il est mieux policé que les discours des responsables du Front National qu'on a conduit par le passé, avec les Le Pen et autres. Mais aujourd'hui, il y a quand même des figures qui ont analysé tout cela, mais qui portent au-delà de la question de l'immigration, que je pense, que pour moi, il faudrait qu'elle soit adressée de façon, comment on appelle responsable. Et ça, je suis d'accord. Je suis sûr que Sarah est d'accord avec moi que les questions d'immigration, un pays responsable doit les adresser de façon responsable, sans faux fuyant. Pour vous, c'est normal? C'est normal, parce qu'après, il y a quand tu ne peux pas, est-ce que tu peux prendre des enfants chez toi pendant que toi-même tu as 2 chambres, salon, et tu as tes enfants parce que tu as envie de faire du bien? Non, je trouve que ce n'est pas responsable. On fait ça en fonction de ses besoins, de ses moyens. Donc, il ne faudrait pas rejeter les étrangers, mais il faut comment on appelle ça? Mettre des politiques en place. Oui, pour les politiques en place. Favoriser donc les... Je vous dis qu'aux États-Unis, sur les cartes d'identité, même les Américains d'origine qui sont noirs, on met Africains. Et ça ne dérange personne. Parce qu'ils estiment que ça fait partie de leur histoire. Les gens assument cela. Pourquoi est-ce qu'on veut compléter les gens dans leur pays pendant qu'ils pensent ces questions-là? Je suis d'accord que l'expérience de certains immigrés qui ont travaillé, c'est douloureux, certes. Mais un pays à un moment donné, et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont comme les Sahara, qui sont enfants d'immigrés et qui sont d'accord avec la politique d'immigration qui est proposée peut-être par le Rassemblement national. Et ça, il faut aller peut-être chercher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On écoute Marius et Daouda, on termine avec vous. En quoi Marius, on va quand même aller un combat au niveau national pour que la primauté soit accordée aux nationaux est un problème?
Je ne le pense pas. En quoi, naturellement, veiller à ce que tout étranger sur son sol respecte les règles, pour ne pas dire la réglementation en matière d'immigration, soit appliquée, est un problème. En quoi est-ce que le fait d'être dans un pays comme la France, par exemple, et puis ne pas participer à l'économie du pays et à bénéficier de la politique sociale de cet État ne constitue pas un problème. Mais Marius, en même Non, temps, sur s'il vous ces plaît, questions, s'il vous plaît, il y a pas Herman, Monsieur, je vais vous permettez dire à ce une qu'il chose. parle. Non, Marius, laissons ça, encore laissons une ça. fois, Je reviens vous en prie, là-dessus. Marius, écoutez-moi. Lorsque vous intervenez, Écoutez-moi, Marius, s'il vous Je vous plaît. écoute. Oui, allons-y, développons, continuons. parce que ça nous freine dans notre vision des choses. C'est cela, Quand allez-y. on développe et il y a ces interactions, Tout Qui à l'a fait, dit tout que à c'est fait. effectivement. on se demande, Herman, s'il quand vous vous plaît. parlez, on vous écoute. Marius, on religieusement. perd le temps. Marius, Vous on n'avez perd pas le la temps. science infuse. Marius, Marius, Herman, on est en train Herman, de vous dire la messieurs, vérité sur un messieurs, s'il plateau. vous plaît, s'il vous plaît. Ici, en Côte d'Ivoire, il Allons-y, parlait de Marius. 26 millions. Pardon, allez-y, de 26%. 26% d'étrangers. Oui. Vous trouvez ça normal? Même si les Ivoiriens n'en parlent pas. Vous trouvez ça normal? Alors, et puis on vient, on développe comme si les Ivoiriens ne s'en plaignent pas, c'est normal. D'accord. Non, tout doucement, Mais tout doucement. demain, il va falloir que nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous réglions cette question. Vous pensez que c'est un sujet qu'il faudra Mais mettre c'est sur la table? tellement important pour les Ivoiriens que nos gouvernants essaient de réfléchir sur ces questions parce que demain, je vous dis, c'est un magma sur lequel nous sommes assis. Et la situation, aujourd'hui, pourquoi vous pensez qu'un monsieur comme Et on termine Trump, avec... Je vais une question pour Trump vous. Oui. gagne encore en fidélité aux États-Unis? notoriété, on va dire. Mais parce que tout simplement, Les il a questions un discours nationales. nationaliste. Mais c'est aussi simple. Et en Europe, tenez-vous bien, au Parlement européen, eh bien, il y a déjà 5 États européens qui sont dirigés déjà par l'extrême droite, pardon, par la droite et l'extrême droite, sur 25. Mais il y a Marius Komoé, s'il vous plaît. raison. Marius de débattre Komoé, sur ces rapidement, questions. rapidement. J'ai une question pour vous, rapidement. Vous avez dit, en faisant le comparatif avec la Côte d'Ivoire, que nous sommes assis sur un magma. Il faut clarifier votre pensée. Non, j'ai déjà Parce qu'on fini, pourrait- on s'est compris, on est Non, entre intellectuels. non, s'il vous plaît, Mais Marius. un S'il vous plaît, pays, Marius. non, monsieur, vous avez compris. Même si S'il vous plaît, vous Marius, jouez le jeu. écoutez-moi, je vous en prie. Oui. Il faut clarifier votre point de vue. C'est Je très vous l'ai important. dit clairement. Nous sommes sur un plateau télé et quand vous dites la Côte d'Ivoire est assise sur un magma parce que nous avons 26% d'étrangers, il faut clarifier votre pensée pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Je Allez-y. vous en prie. Est-ce que par le passé, sous la gouvernance par exemple, avant les indépendances, la Côte d'Ivoire détenait 26% d'étrangers sur son sol? Pourquoi c'est Aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Et ça ne cesse d'augmenter. Mais finalement, ils seront combien d'Ivoiriens authentiques sur leur propre sol? Si l'on y prend garde. Qu'est-ce que vous Très appelez bien. authentique? Il a clarifié sa on ne pensée. parle pas de Il a c'est pas la clarifié sa- question de... Non, j'ai clarifié Il a ma clarifié sa vision des pensée, choses. il a posé une Il faut question. faire très attention On va à avancer. ce qu'au final, Très bien. on ne se retrouve pas avec des Ivoiriens, justement, totalement étrangers. C'est vous, c'est la crainte que vous avez. Très bien. Daouda, votre point de vue. Ok, il n'y a pas de Et problème. Et ça on terminera m'étonne avec... que Non, je Herman vous en prie, s'étonne. je vous en prie. Daouda, allez-y. Je suis quand même surpris de cette... S'il vous plaît, compris messieurs, tous les vous deux. n'avez plus la parole. Daouda, allez-y. Merci beaucoup, Christelle. Je suis quand même surpris de cette catégorisation des immigrés aujourd'hui sur ce plateau. Parce qu'on parle de la même France qui a ouvert ses bras, ses frontières, tous les ports, les frontières pour les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens. Mais quand il s'agit des réfugiés palestiniens, afghans et autres, on estime que ceux-là, on doit les repousser. Vraiment, je pense que... C'est leur pays. Monsieur Marius, Marius, c'est comme vous vous qui n'aviez faites, pas la qui parole. donnez des leçons de C'est morale le aux pays. gens. Daouda, Vous êtes écoutez-moi, assez âgé. s'il vous plaît. Arrêtez de Marius, faire des leçons de morale aux gens. S'il Daouda, vous plaît. Daouda, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Daouda, Daouda, on Merci se calme. beaucoup. Allez-y, Donc, allez-y sur pour votre dire point. qu'aujourd'hui, j'avoue que ce débat cristallise quand même ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la question des étrangers. Parce que tous ceux qui utilisent la question des étrangers, l'étranger est le problème, l'étranger est à la base de tous les problèmes, c'est les lâches qui le font généralement. C'est des gens qui n'ont aucune vision parce que c'est les populistes qui ont tendance à utiliser ce genre de discours-là. Et véritablement, on a assisté à un discours populiste de M. Marius Komoé sur ce plateau. On se retrouve juste après pour la seconde partie de ce plateau. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes très heureux de revenir chez vous. Nous recevons M. Safi Raji. Vous êtes expert comptable économiste, mais également spécialiste de la finance durable et de la mobilisation des financements innovants, mais également expert en entrepreneuriat et accompagnement des projets de développement durable. Avec vous, la finance durable, quelle opportunité pour l'Afrique. Mais avant,
définition du vocable. Qu'est-ce que c'est que la finance durable? Je vous remercie d'abord pour votre C'est invitation. mon plaisir. C'est ma première émission télé en Côte d'Ivoire, donc je suis très honoré. Puisque je connais un peu votre émission, donc c'est un plaisir pour moi. Merci. Pour revenir à la définition de la finance durable, Oui. en fait, pour utiliser des termes simples, il s'agit de tout ce qui permet dans les projets de mettre en valeur les ODD, principalement. Les objectifs. Les objectifs de développement durable, ouais. d'une part, et puis tout ce qui aussi contribue à prendre en compte les enjeux de changement climatique, de transition écologique et de transformation, quelle qu'elle soit, qui va dans le sens du développement durable. Donc c'est vraiment ça dont il s'agit à travers la finance durable. Mais si je vous donne juste ces éléments-là, je serai incomplet. On parle de finance durable pour quelle raison? On parle de finance durable parce qu'il y avait une finance avant qui s'occupait d'abord des gains financiers. C'était ça la préoccupation Et de aujourd'hui, la finance. le mot durable, Et aujourd'hui, pourquoi le mot durable permet de faire introduire plusieurs notions. C'est La cela. première, c'est une finance qui s'occupe aussi du social. Une finance qui s'occupe aussi de la responsabilité sociale, qui s'occupe aussi de la bonne gouvernance, qui s'occupe aussi de l'environnement. C'est cela. D'où les critères de ESG dont tout le monde parle quand on parle de la finance durable, à savoir environnement, social et bonne gouvernance. Très bien. Donc l'ESG. Donc c'est ça l'élément clé qu'il faut retenir, c'est comment la finance se laisse de plus en plus pénétrer, gagner par les exigences Pour de répondre aux développement besoins durable. des populations. Parce que justement, ça nous rapproche des besoins des populations. L'intérêt des ODD, c'est que ça reprend en fait ce qu'il faut aux hommes sur Terre pour aller mieux. Donc le fait de demander à la finance de s'occuper de ça, c'est une façon vraiment de ramener la finance à une finalité sociale. Sarah, Alors, j'ai une question justement par rapport aux ESG, donc environnement, social et bonne gouvernance, ESG. C'est des critères qui sont extra-financiers. Oui. Donc, c'est du travail en plus pour les PME africaines. C'est peut-être 90% du tissu économique, les PME. Pour avoir accès à cette finance où il y a énormément de capital qui est mobilisé, il faut répondre à tous ces nouveaux critères. Et ça a un coût et il faut aussi des capacités techniques pour pouvoir étaler tout son impact sur ces trois domaines. Comment est-ce que vous pensez qu'ici, en Côte d'Ivoire en tout cas, les PME pourront faire face à cette nouvelle demande, à ces nouveaux critères qui sont quand même assez exigeants, mais le capital est là et il y en a énormément? allez-y. En fait, il faut, pour aborder la question de la finance durable, se dire que vous avez en face des investisseurs qui veulent placer leur argent. Donc ça suppose une stratégie. Donc même pour les PME, il faut envisager une stratégie qui regroupe plusieurs PME. Parce que sinon, en termes de taille, on n'aura pas le seuil de signification pour vraiment être efficace. Donc d'abord, il faut raisonner regroupement professionnel par domaine sectoriel, etc. Le deuxième élément que je voudrais donner, c'est qu'en fait, les critères d'ESG sont aujourd'hui certifiés par des organismes certificateurs. Donc vous n'êtes pas obligé vous-même d'avoir les compétences en interne. Vous pouvez vous référer à un certain nombre de structures qui existent, qui sont vraiment à des coûts très abordables, Voilà, qui c'est ça, vous tous les aident, coûts sont abordables. exactement, qui vous aident à préparer le profil développement durable de votre projet, le profil ESG de votre projet, Pour tout type de PME? pour type de PME. Très bien. D'accord. Et dernière précision qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels, par nature, vous êtes déjà ESG, mais vous ne le savez pas. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des activités qui sont naturellement déjà répondant à des critères Exemple de ESG. deux domaines. Et puis on va passer Logement, c'est un secteur où vous rendez déjà service au social, vous rendez service aux populations, vous aidez les populations à mieux être logées, etc. Donc, c'est un des domaines qui sont considérés par nature comme étant ESG. Daouda, Merci beaucoup. Monsieur Safiou, aujourd'hui, vous parlez de finances durables. Et on regarde en Côte d'Ivoire, dernièrement, on a assisté à ce qu'on appelait l'agribusiness. Oui. Après les agribusiness, il y a eu les histoires de leasing, leasing, voilà, des sur les VTC et VTC autres. Pour dire que les Ivoiriens ont véritablement envie d'investir. Mais souvent, ils investissent dans le mauvais secteur. Aujourd'hui, pour vous qui êtes expert de la finance, dans quoi est-ce qu'un Africain moyen, de la classe moyenne, peut investir de façon durable et vraiment sécurisée? Écoutez, je vais vous donner peut-être le travail que j'ai le plus fait ces dernières années, que je veux partager sur le continent. En fait, le domaine où on peut le plus tous y aller en étant le plus sûr, c'est la terre. C'est l'agriculture. Ok. C'est l'agriculture. Et pourquoi je prends cet exemple-là pour illustrer mes propos? Parce que l'agriculture, c'est tous nos parents qui sont en milieu rural. On les a à côté. On les voit à côté. On les voit On est sûr développer de des leur- activités. oui. On est sûr de ce qu'ils font et de ce qu'ils peuvent faire. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver un moyen pour que les intelligences qui sont au niveau des marchés financiers, qui sont des experts pointus, comment on peut les amener
à aller vers nos populations locales qui sont en milieu rural. Et ça suppose un certain nombre de mesures très simples. Et je vais donner des exemples simples. Il faut d'abord que les États considèrent ces actions-là comme étant prioritaires. Que l'État dise l'agriculture, le développement agricole au niveau, à la base, ça devient le numéro 1 du développement du pays. Comme ça attire l'intérêt de tout le monde. Et que l'État aussi soit le régulateur qui fasse en sorte qu'on ne parte pas dans tous les sens. Il faut que ce soit structuré, qu'il y ait une stratégie derrière, densifiée, qui montre qu'on est en train de faire en sorte que les bases sur lesquelles vont investir les personnes sont solides. Parce que si le projet agricole n'est pas solide, tout l'édifice peut s'effriter à tout moment. Et troisièmement, comme au niveau des marchés financiers, on est déjà aux normes internationales, il suffit juste que les experts qui travaillent dans ces domaines-là s'intéressent un peu plus à ce qu'on peut avoir comme capacité de mobilisation des ressources au niveau agricole et dans le milieu rural pour que le système démarre. Et une fois que ça va démarrer, les résultats vont entraîner d'autres résultats, ainsi de suite. Il y a déjà des projets d'émission d'obligations sociales en Côte d'Ivoire. Ça existe déjà aujourd'hui. Et qui portent ces projets-là? Mais c'est des choses dont on ne peut pas parler pour l'instant parce que ce n'est pas encore arrivé à maturité. Je peux vous donner des exemples de projets qui sont déjà lancés au Kenya, qui portent sur l'agriculture, mais qui portent aussi sur des financements qui vont aller dans le budget de l'État, mais fléchés sur des domaines qui concernent le développement Financement durable. facilement accessible? Je n'ai pas compris. Financement facilement accessible? Bien sûr, puisque je vous le répète, aujourd'hui, l'avenir de la finance, c'est la finance durable. Il n'y a pas de choix. Les investisseurs institutionnels savent qu'une bonne partie de leurs ressources doivent aller vers le financement durable, sinon ils auront des difficultés. Ils appliquent déjà ces critères. Exactement. C'est même eux qui les imposent de plus en plus. Herman. Moi, j'ai écouté M. Safiou. Je voudrais quand même avoir son avis. Aujourd'hui, le véritable problème de nos États en Afrique essentiellement, c'est, comment on appelle la réponse à l'endettement. Au Japon, par exemple, c'est un pays qui est endetté à 200%, mais c'est mobilisé, cette dette-là est mobilisée sur les contribuables japonais et non pas comment on appelle, au niveau extérieur. Ce n'est pas là que le problème se situe, dans le manque de financement, puisque les autochtones même ne participent pas à la création de cette richesse-là en termes de... et qu'on choisit l'endettement extérieur. Pourtant, on sait le mal que cela nous fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont des clichés qui sont dits sur l'endettement en Afrique. Oui. Il y a beaucoup de clichés. Je suis expert comptable, donc là-dessus, je suis souvent très dur. Ce qu'on appelle endettement sur notre continent, moi, je le rapproche souvent aux IDE, aux investissements indirects. Les investissements indirects sur le continent, ça représente la moitié de ce que la diaspora injecte chaque année en Afrique. 100 milliards. Je suis un spécialiste de la diaspora. 100 milliards sont apportés par la diaspora sur le continent. 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars chaque année. Et l'aide publique globale injectée sur le continent, 50 milliards. La disponibilité de capacité d'investissement, d'épargne des Africains dans le monde, ça représente 50 milliards. Donc quand on nous parle de l'endettement, de quelle dette on nous parle en fait? C'est la dette qu'on a été obligé d'avoir pour notre phase d'investissement en infrastructure en Afrique. Tous les continents sont passés par là. Donc il faut qu'on arrête de nous bloquer de manière inutile avec cette histoire d'endettement exagéré, etc. Je n'ai pas dit qu'il faut s'endetter dans tous les sens. Je dis simplement qu'une dette qui est justifiée par les infrastructures, même dans les entreprises, les investissements justifiés sont même normaux, puisque c'est ça qui va servir de levier pour développer l'avenir. Donc, dans notre cas, c'est encore plus justifié, puisque les investissements qu'on fait dans les infrastructures, on n'a pas le choix. Si vous n'avez pas l'infrastructure de transport pour ramasser les récoltes et les ramener aux zones où on peut les vendre, vous perdez les récoltes. Très bien. C'est des exemples multiples. Donc, pour compléter ma réponse, sachez qu'aujourd'hui, sur le continent, une des alternatives pour éviter ce schéma d'endettement, c'est les obligations qui sont souscrites par des partenaires qui ne rentrent pas dans la catégorie d'endettement. Quand vous faites une obligation durable, par exemple, qui sont réglées, prises en charge à la fois par les Africains et par les investisseurs américains, ça ne rentre pas dans l'endettement de l'État. Ça ne rentre pas dans l'endettement de l'État. Alors, donc c'est vraiment une financement innovant. On va passer, mais la question, avant de terminer, parce qu'on est pratiquement à la fin de notre entretien. Alors, les rapports avec la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières ici à Abidjan, dont vous avez participé au BRVM Awards. Quel est le rapport avec votre thématique et la BRVM? En fait, en Afrique de l'Ouest, c'est la BRVM qui est vraiment l'organe qui doit pousser cette activité de développement des obligations durables sur le continent. C'est vraiment le fer de lance de leur activité actuelle.
D'abord parce que nos pays sont exposés au problème du changement climatique. Et puis parce que les États africains se sont engagés à vraiment, à la COP22, à porter toutes ces questions de développement durable. Et puis surtout, nos pays ont des projets en matière de développement durable qui sont de très grande valeur au niveau du marché financier. Donc la BRVM s'est positionnée depuis très longtemps en tant que bourse verte, en tant que bourse digitale, qui vraiment veut utiliser la mobilisation de l'épargne populaire pour développer le marché et diversifier les sources de financement du marché. Il s'est mis en avant-poste pour pouvoir vraiment faire en sorte que le marché aille plus loin. Et ils ont été même partie prenante du fait qu'aujourd'hui, il y a un guide qui a été édité par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui sert à réguler l'émission des obligations. Donc, on est vraiment en pointe. La BRVM est une structure qui est vraiment en pointe dans plusieurs domaines dans le monde entier. C'est considéré comme une des bourses les plus en pointe et les plus actives aussi, et des fois même en avance sur certaines problématiques. Et c'est vraiment une vraie vitrine qu'on a pour développer la finance durable. Et je remercie d'ailleurs le DG Aminouvé de m'avoir invité pour venir parler de cette question de la finance durable lors des thématiques où j'étais un des panélistes. Voilà. J'espère que vous allez revenir en Côte d'Ivoire parce que la thématique est intéressante. Malheureusement, nous sommes quadrillés par un certain temps. Je prendrai l'avion pour revenir pour vous spécialement à tout moment. C'est avec Avec grand grand plaisir. plaisir. Moi, je Merci compte vraiment sur beaucoup. vous. Nous m'avez grand plaisir, Alors, je reviens. Vous êtes un monsieur Safiou Radji, expert comptable, économiste, mais également vous avez été ancien expert de l'Union africaine pour la jeunesse, la mobilité, la diaspora. Voilà. Vous êtes ancien conseiller du ministre des Affaires étrangères du Togo, chargé de la diaspora et de la diplomatie économique. On a eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Et Merci. je remercie tous les interrogateurs. On va dire voilà, merci beaucoup, merci infiniment. d'être venu. Au plaisir. Alors, nous allons maintenant, dans quelques instants, parler d'un sujet intéressant également pour la vie de notre nation. Il s'agit des conditions de vie des députés suppléants. Quelles conditions de vie des députés suppléants pour une Assemblée nationale ivoirienne plus performante? Nous allons parler avec le vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire pour savoir un peu leurs problématiques. Élisée Bougoube, avant que l'invité arrive, que pensez-vous de cette organisation et la thématique qu'il porte? Je pense que la question des députés suppléants est intervenue lors, je veux dire, de l'avant-dernière législature, que ça a été intégré au sein du Parlement. C'est des choses qui n'existaient pas par le passé. Ce n'est pas très bien connu par la plupart des citoyens, je pense, parce que dans l'entendement de beaucoup, on se posait la question pourquoi un député suppléant, c'est d'autant plus que quand en activité le député, je veux dire reconnu, décédait par exemple, le député suppléant ne prenait pas systématiquement sa place. Voilà. Voilà, on organise une autre élection pour avoir un autre député en bonne et due forme voté. Très bien. Donc je pense que le fait qu'il soit là ce soir, c'est une très belle aubaine pour nous, pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors, il s'agit donc de M. Amani Stan Évariste, j'allais dire honorable, bien sûr, honorable Stan Évariste, vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. La problématique, je le rappelle, quelles conditions de vie pour les députés suppléants pour une Assemblée nationale plus performante? Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Pourquoi une telle thématique est à l'ordre du jour? Je vous remercie encore C'est une notre fois plaisir. pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la situation des députés suppléants en Côte d'Ivoire. Oui, une telle thématique parce que la situation des députés suppléants en Côte d'Ivoire, nous l'avons souvent dit, elle n'est pas du tout enviable. Je rappelle que les députés suppléants sont les seuls élus en Côte d'Ivoire à ne pas avoir de statut, ce qui n'est pas normal. Les seuls élus en Côte d'Ivoire ne pas avoir de statut. Les précisions. Les seuls élus en Côte d'Ivoire à n'avoir pas de statut, Précision. ce sont les députés suppléants. Précisez la pensée. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous êtes élu en ticket, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Qui profite des émoluments? Seuls les députés titulaires profitent des émoluments. Alors, notre plaidoyer va dans le sens de la résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue en juillet 2000 à Yaoundé. Cette Assemblée parlementaire de la francophonie avait demandé à tous les États membres donc, de cette fêtière de doter les élus suppléants d'un cadre juridique et de leur accorder un statut qui emprunte des éléments à celui du titulaire. Avant de passer la parole à nos amis sur le plateau, que dit la loi ivoirienne sur votre statut? Justement, la loi ivoirienne ne dit rien sur le statut des députés suppléants. Daouda. Monsieur Amani, je pense que c'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau avec votre corporation. Et pratiquement, on est en train de tirer vers la fin de la mandature.
est-ce qu'il n'est pas temps de vous reposer en fait? Parce C'est-à-dire que dans- finalement, on ne vous écoute pas. Les députés qui siègent ne vous écoutent pas. Le président de l'Assemblée nationale ne vous écoute pas. N'est-ce pas mieux de vous laver les mains, de vous asseoir et les regarder simplement? Oh, mais effectivement, le bureau des députés suppléants s'est réuni. Et c'est l'une des options sur la table. C'est l'une des options sur la table. Si on ne peut pas accorder un statut aux députés suppléants, il faut supprimer la loi sur la suppléance. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait de suppléants, puisqu'il n'est pas pris en compte Tout financièrement. simplement. Oui, tout simplement. Pas financièrement seulement. Sur beaucoup d'aspects. Lesquels? Deux, Sur trois plusieurs exemples? aspects. Non, il n'a aucun attribut. Il n'est même pas reconnu dans la loi. C'est-à-dire que la loi ivoirienne sur la suppléance ne tient pas compte de la résolution de l'Assemblée parlementaire francophone dont est membre notre pays. Et ça dure combien de temps? Qui dit quoi, Alexis? Herman, il répond à la Qui question, dit vous avez la parole. d'accorder Ça dure combien de temps cette affaire? Depuis 2011. Herman, allez-y. Je rappelle que la loi sur la suppléance a été instituée en Côte d'Ivoire en 2004, mais elle a été implémentée pour la première fois en décembre 2011. En décembre 2011, très bien. Herman? Tout à l'heure, vous revenez beaucoup, vous citez beaucoup une disposition au niveau du Parlement francophone, c'est ça? Le Parlement francophone qui prévoit les choses depuis longtemps. Quelles sont ces dispositions et puis c'est quoi qui a été prévu dans ces dispositions-là à la suppléance des députés? Mais ma deuxième question, que disent vos titulaires sur la question de vos évoluements, de tout ce combat que vous menez, vos titulaires de siège? Allez-y. Est-ce qu'ils vous sont solidaires avec vous sur Ce combat-là. dans ce combat-là? Oui, oui, bien sûr. Bien entendu, les députés titulaires nous sont solidaires. Il se trouve malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, la loi, en ce qui concerne les députés titulaires, ils ne peuvent faire que des propositions de loi. Lorsqu'ils font des propositions de loi et que ces propositions doivent engendrer des coûts financiers à l'État, il faut qu'eux-mêmes ils proposent la ligne budgétaire sur laquelle ces fonds seront prélevés. Ça n'a pas été fait? C'est ça qui est la difficulté. Qu'est-ce qui rend difficile la chose? Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la ligne budgétaire sur laquelle les fonds vont être prélevés. Alors que quand c'est un projet de loi qui émane du gouvernement, là c'est beaucoup plus facile et ça passe. Élisée Volubeuf, J'ai une question qu'il a. permettez, à cause du temps, permettons à Élisée. Oh, il n'a pas répondu à une de vos questions. Une question. Allez-y, La répondez. toute Rappelez. première, quelle est la disposition au niveau du Parlement francophone qui donne des orientations dans la prise en compte de vos problèmes? C'est la résolution 70 Qu'est-ce qu'elle du dit? du 6 juillet 2000 qui demandait aux États membres de l'Assemblée parlementaire francophone de doter les élus suppléants d'un cadre juridique et de leur accorder un statut. Lequel statut doit emprunter des éléments à celui du député titulaire. La résolution est Comment vous claire. comprenez cela? Herman, on va permettre à Un statut. Élisée puisse parler. Comment est-ce que nous le comprenons? Mais il est tout simple. Je vous ai dit tout à l'heure que les députés suppléants ne sont même pas reconnus. Donc, Daouda, s'il vous plaît. oui, ils ne sont allez-y, même allez-y, pas allez-y. reconnus. Ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de bague, ils n'ont pas de pins, Vous n'avez pas d'assurance? ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de passeport de service, ils n'ont pas une simple écharpe sur laquelle il est mentionné député Mais suppléant. pourquoi vous quel rôle acceptez vous jouez à l'Assemblée Daouda, nationale? s'il vous plaît? Non, Vous ce sont les députés- profitez de tout ça, non, ils sont députés suppléants. Non, s'il vous plaît. simplement. C'est un élu, Oui. c'est un élu qui peut siéger à tout moment En cas de vacances, Parlons une seule personne, je vous prie. en cas d'incompatibilité. incompatibilité. Et même quand il y a Oui. incompatibilité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à toucher, à avoir tous les droits puisque vous représentez la personne? Oui, en cas d'incompatibilité, le député suppléant qui siège bénéficie du même statut que tout député titulaire. Donc il faut attendre qu'il y ait incompatibilité. Il faut qu'il y ait avant. incompatibilité. Et là encore, il y a matière à débat. Dans d'autres parlements, en cas de décès du député titulaire, le suppléant siège. En cas de démission du député titulaire, le suppléant siège. En cas de maladie du député titulaire, le suppléant siège. Ici en Côte d'Ivoire? Ici, en Côte d'Ivoire, seule l'incompatibilité ouvre la voie à la suppléance. Élisée Boloube. Ok.
Moi, je note déjà que parmi les députés, on a plusieurs membres du gouvernement, donc plusieurs membres de l'exécutif qui sont déjà députés. Donc, bien évidemment, qui savent la contrainte d'une ligne budgétaire si on veut ajouter un poste. Et là, c'est une loi qui a institué les députés suppléants. Et depuis lors, il n'y a aucune initiative de proposition de loi pour donner un statut à ces députés suppléants quand on sait qu'une bonne partie de cet hémicycle-là est constituée de membres du gouvernement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce qu'il n'y a pas un refus, en réalité même, des députés titulaires de porter la cause des députés suppléants? Vous ne voyez pas ça comme ça. Il faut qu'on soit honnête. Parce que depuis lors, aucune initiative dans ce sens, on se pose bien des questions. Oui, c'est une bonne analyse que vous faites. Moi, je ne le dirai pas ainsi. Okay. Comment est-ce que vous le diriez? Je ne le dirai pas ainsi tout en respectant votre analyse qui est pertinente. Oui, mais c'est pour cela que les députés titulaires demandent que si on ne peut pas leur accorder un statut conformément aux résolutions... Suppléants, en fait, les députés suppléants. Okay. Voilà. Si on ne peut pas leur accorder un statut conformément à la résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, si on ne peut pas leur accorder un statut conformément aux recommandations du dialogue politique national, ne l'oublions pas, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, C'est ça. de décembre 2021 à mars 2022. Si on ne peut pas respecter ces résolutions et ces recommandations, mais il faut supprimer simplement la suppléance. Un suppléant. Oui, tout simplement. Alors, toutefois, au cas où ce sujet-là, vous l'avez déposé sur la table, forcément, Bien entendu, vous attendez que cela puisse trouver résolution. c'est cela. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous allez démissionner? Ah oui, c'est le troisième. L'alternative. Voilà. La dernière alternative. Tous les députés suppléants de, Oui, de en l'Assemblée bloc. nationale de Côte d'Ivoire vont démissionner Oui, en bloc. En bloc. On termine, Donc Daouda, nous avons malheureusement. 3 options. Ou bien on accorde le statut, conformément aux différentes résolutions et recommandations, C'est ça. ou alors on supprime, là, parce que la Côte d'Ivoire a la possibilité de supprimer la loi sur la suppléance. C'est ça. Mais en ce moment-là, elle se met en porte-à-faux avec Avec, les résolutions de si, l'APF si, dont elle est membre. C'est ça. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale est le dernier président en titre de l'Assemblée l'APF. parlementaire de la francophonie. En espérant que vraiment cette situation trouve écho, parce que des députés suppléants qui ont cette problématique, jusqu'à ce qu'elle soit portée comme ça de façon ouverte à la nation, il faut forcément que des oreilles puissent avoir trouvé écho favorable à cette requête. En attendant, en C'est notre espérant souhait. qu'on n'arrive pas à la troisième solution, de démission en bloc. La Merci balle n'est beaucoup. plus dans notre camp. C'est cela, on l'a constaté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Amani Stan Évariste, vous êtes le premier vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu, s'il vous plaît. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci et excellente soirée à vous. Merci à vous, Gaston. Les amis, merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venus. On se retrouvera demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.